aux rencontres économiques d'Aix. Moi, je m'appelle Pierre Siankowski, je suis directeur éditorial du Média Brut, qui est ravi cette année d'être partenaire des rencontres pour la première fois. Je remercie toute l'équipe de nous avoir proposé ce partenariat et de nous avoir invités. On est ensemble pour ce débat dont l'intitulé est Démographie mondiale, le choc des civilisations. Donc référence ou pas à l'ouvrage très controversé de Samuel Huntington paru en 1996. On va évoquer tout ça ensemble. Je suis en compagnie d'Hippolyte d'Albis, qui a été le grand organisateur, coordinateur de cette session, qui est économiste, membre du Cercle des économistes et spécialiste des questions démographiques. À côté de lui, Yamini Ayar, qui est Visiting Senior Fellow à Brown University, qui a été la présidente et directrice générale du Center for Policy Research. À côté d'elle, Olivier Leroux, qui est le président du groupe Servier, un groupe, Olivier, que vous avez rejoint dès 1982, donc ça fait plus de 40 ans que vous êtes chez Servier. À côté d'Olivier Leroux, Sybille Lemaire, directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice du Club Landois, un think tank dédié à l'étude de la révolution démographique, donc parfait pour notre session. Et enfin, Christian Schmitt de la Brélie, directeur général du groupe Clésia. Christian, vous avez quasiment fait toute votre carrière, d'ailleurs presque toute votre carrière dans l'assurance, chez AXA, chez Bayer, chez AG2R. Et vous allez être avec nous pour cette session. Je vais tout de suite passer la parole à Hippolyte d'Albis, qui va fixer pour nous les enjeux de cette session avant qu'ensuite on pose des questions à chacun des intervenants. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction. Alors juste avant de monter sur le plateau, tu m'as montré une petite vidéo que Brut vient de faire sur les économistes. Et la première question en fait qui est posée, c'est est-ce que les économistes sont plus intelligents que les autres? Et la personne répond non. Alors je vais essayer de pas trop vous décevoir et de vous dire quand même quelque chose sur la démographie. J'étudie depuis maintenant une vingtaine d'années ces mouvements-là. Et une chose qui me frappe le plus, c'est la déconnexion entre ce qui se passe en recherche démographique et la façon dont on le perçoit dans le débat public. Et notamment, en fait, dans le débat public, vous avez très souvent une vision dramatique des mouvements démographiques. On parle d'explosion de la population mondiale, on parle d'explosion des mouvements migratoires. On utilise souvent des mots, des termes qui font peur. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le fait aussi pour exactement le contraire. Vous voyez, si vous avez une décroissance de la population, ça fait peur aussi. C'est le contraire de l'explosion de la population. Vous avez une décroissance, ça fait peur. Rappelez-vous Montesquieu dans l'Esprit des lois. En fait, il y a tout un livre sur la dépopulation, ce qu'il appelait. À l'époque, c'était ça qui faisait peur. Lorsque vous avez une région aussi qui se dépeuple, lorsque les gens partent, c'est-à-dire le contraire du flux migratoire, c'est aussi perçu comme quelque chose de terrible. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, vous voyez, cette peur que l'on a maintenant, eh ben, on la garde d'année en année. En 1960, la population mondiale atteint les 3 milliards d'êtres humains. Vous voyez, ça paraît vraiment très peu, ça me paraît même infiniment peu par rapport à ce qu'on a maintenant, 3 milliards d'êtres humains. Il faut revoir la presse, il faut voir la présentation de ce qui est fait à l'époque de ce chiffre-là. C'est perçu comme une explosion de la démographie. Et les plus grands chercheurs ou les plus grandes personnalités, en tout cas ceux dont la voix porte à l'époque sur la démographie, disent eh bien, on court à la catastrophe. C'est Ehrlich, c'est aussi d'une certaine manière le Club de Rome, et on dit texto, finalement, d'ici l'an 2000, la population mondiale va doubler et jamais on aura la capacité, l'ingéniosité pour satisfaire cet accroissement de population. On parlait de bombe populationniste. On pensait qu'il y aurait une augmentation de la pauvreté, augmentation de la souffrance alimentaire. Alors, mon propos, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, les mouvements démographiques font peur. Alors, le premier point,
il me semble, c'est que c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas, la population. Ça ne se pilote pas. Vous voyez, ce n'est pas un budget, ce n'est pas une politique publique. C'est très difficile, en fait, de déterminer l'évolution de la population ou l'évolution et a fortiori l'évolution de la population mondiale. D'accord ? Il n'y a qu'un seul, finalement, pays au monde qui a su drastiquement réduire la population, réduire la fécondité, c'est la Chine, mais en employant des méthodes extrêmement coercitives. Et vous voyez qu'aujourd'hui, alors qu'elle incite à une réaugmentation de la population mondiale, elle a du mal à le faire. Donc on ne le maîtrise pas, on ne le pilote pas. C'est vrai aussi pour la migration. Hein. Il y a des partis qui, en Europe, ont été élus sur un programme de réduction de la migration. Aujourd'hui, les faits sont clairs. Ils n'ont pas réduit, en fait, la migration dans leur pays. Donc, ça ne se maîtrise pas. Deuxième point, qui est très spécifique à la population, c'est que c'est assez difficile de déterminer ce qu'on souhaiterait, en fait. Hein. Si je voulais parler comme un économiste, je dirais définir ce qui est l'optimum de population. D'accord ? Et ça, alors pour le chômage, on voit bien. Pour la croissance économique, on voit bien. Mais pour la population, c'est beaucoup plus dur. Quel serait le bon nombre d'enfants qu'un couple devrait avoir ? Les gens ne savent pas trop. Au mieux, ils disent ce qui est bien, c'est ce que j'ai envie d'avoir, mais qu'on n'est pas vraiment très renseigné. Et puis on converge petit à petit vers une façon de dire ce qui serait bien, c'est d'avoir qu'un couple et 2 enfants. Voilà. Et éventuellement un garçon et une fille, etc. Voilà, donc ça c'est très fort. Et ça révèle quoi ? Ça révèle en fait que les gens pensent être l'optimum, c'est la stabilité. 2 enfants pour un couple, ça veut dire que finalement, la population mondiale n'augmente pas. On cherche la stabilité. Et pour moi, c'est ça la plus grande raison, en fait, de l'attitude dramatique qui est associée à la population. C'est que la population, elle change beaucoup, alors que finalement, intrinsèquement, on souhaiterait qu'elle ne change pas. Et ça, c'est très important. Alors, regardons un petit peu les réalités dont on va discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que vous avez le Nord, les pays riches qui vieillissent même de façon très accélérée, très impressionnante. Et d'un autre côté, une croissance, une dynamique de la population mondiale qui se loge essentiellement dans les pays les plus pauvres, dans les pays où le revenu moyen est le plus faible. Hein. Rien que pour l'Afrique subsaharienne, on envisage d'ici 2050 une augmentation d'1 milliard de sa population. Donc le vieillissement est au nord, la croissance démographique est au sud, et finalement la jeunesse aussi est au sud. Je ne sais pas si on se rend réellement compte qu'en 2050, un jeune sur 3 sera né en Afrique subsaharienne. Donc on a une réalité démographique comme ça. Et finalement, on a tendance à la dramatiser. On dit, face à cette situation, il va y avoir des flux migratoires terribles du sud vers le nord. Ben non, je n'ai pas besoin de la dramatiser. Regardons les faits en face et voyons comment nos sociétés peuvent s'adapter. C'est-à-dire comment est-ce que le Nord peut répondre à la question extrêmement coûteuse du vieillissement de sa population et comment est-ce que le Sud peut donner des emplois à toute cette jeunesse qui arrive et le faire de façon respectueuse de l'environnement. Voilà, je crois que j'ai un peu dépassé, désolé. Merci Hippolyte. Merci. Alors je voudrais justement poser la question à... Je voudrais donner la parole à Yamini Ayar. Et justement, Yamini Ayar, vous êtes indienne, vous avez été, comme je l'ai dit tout à l'heure, directrice du Center for Policy Research. Et j'aimerais avoir justement votre point de vue votre point de vue et le point de vue des pays émergents sur les grandes tendances démographiques actuelles, et surtout savoir comment on peut justement mettre en place une voie pour une migration digne quand on parle de ces pays. Thank you. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce matin. Merci de m'avoir invité à m'entretenir sur des problématiques diverses et variées. Moi, je viens du pays avec la population la plus importante. Je viens d'un pays qui a la population jeune la plus importante. L'âge médian est aujourd'hui 28. D'ici quelques années, ça va être 30. C'est fascinant pour moi d'être ici en France,
qui, comme d'autres pays en Europe, a une population vieillissante. Le contraste de nos défis, à mes yeux, est flagrant. Mais je vois, quand je m'entretiens avec d'autres personnes en Inde et les conversations que j'ai en Europe, je constate qu'il y a deux explications pour cette situation et deux explications complémentaires. En Inde, le défi le plus important, c'est que la jeunesse recherche du travail. Nous sommes incapables de générer le profil de job qui est nécessaire pour tirer profit de cette jeunesse. Il faut saisir cette opportunité. On est incapable de le faire pour les raisons propres à nous et notre trajectoire économique. Mais de plusieurs manières, il y a certaines parties d'Inde où l'économie a grandement profité de la mobilité des travailleurs. L'un des États les moins aimés en Inde, avec un taux de natalité plus bas, avec les capitales plus importantes, a construit une économie dans les dernières 25 ans grâce à le déplacement de personnes qui ont quitté le Kerala dans le sud et les pays du Golfe. De différentes manières, l'économie de Kerala en a profité. Mais l'économie des pays du Golfe ont également profité de cela parce que les travailleurs non diplômés et les diplômés se sont déplacés selon un schéma continu. La mobilité des travailleurs peut générer une synergie importante qui est avantageuse pour les économies qui se trouvent à différentes avancées. L'OCDE dit que l'Europe aura besoin de 400 millions de travailleurs qualifiés ou pas, surtout pour le soin des personnes qui sont vieillissantes. L'Inde a exporté les services avec grand succès. Nous avons pu déplacer notre population parce que nous avons un avantage démographique. Nous avons également généré beaucoup de jeunes bien éduqués, diplômés, qui recherchent du travail au sein d'Inde et au-delà de nos frontières et qui peuvent fournir des services de haute qualité. Et l'industrie du soin est un excellent exemple de l'un. On peut exporter les infirmières, les médecins, et ça c'est très important pour l'Inde avec nos exportations en termes de technologie. Ça peut fonctionner très très bien parce que l'Europe a besoin de ces travailleurs, l'Ouest a besoin de ces travailleurs. Le Sud, avec sa population élevée, on imagine qu'il y a 1,4 milliard de travailleurs dont 60% vont trouver du travail chez eux dans leur pays. Ils cherchent donc à trouver du travail ailleurs. La grande problématique aujourd'hui est comment gérer ce déplacement massif de personnes qui peuvent être avantageux pour toutes les économies, tout en garantissant une dignité des travailleurs qui viennent du Sud. Nous devons nous demander comment faire en sorte que les travailleurs se déplacent d'une manière légale, sûre, avec une reconnaissance pour leur contexte culturel. Et je sais que la conversation identique se déroule ici en Europe. Comment s'assurer l'intégration des différentes communautés qui peut être multiculturelle à un niveau, mais tout en respectant les travailleurs? On peut faire ceci, mais tout d'abord, il faut reconnaître que c'est la réalité. Les gens vont se déplacer, nos économies ont besoin de ce mouvement, et il y a une manière de construire une synergie et dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord pour faire ça d'une manière digne. Merci beaucoup. Au tout début de votre intervention qu'en France, vous aviez le sentiment d'être dans un pays vieillissant. Donc, Olivier Leroux, je voudrais vous poser la question, vous qui êtes le président du groupe Servier, quels sont les enjeux justement de la santé mondiale et du vieillissement et quel est le rôle de l'innovation justement pour l'industrie pharmaceutique à ce titre? Merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde et je vais essayer d'apporter la vision industrielle qui est présente dans le monde entier et très investie dans l'innovation. La dernière guerre mondiale que nous avons eue, c'était la guerre contre un virus.
Elle a été conduite mondialement, quelquefois avec hétérogénéité dans les différents pays du monde, en fonction des continents, des protections, des volontés d'accès différents ou des capacités d'accès différents aux patients pour disposer du meilleur traitement et du suivi du traitement. Quels sont les fondamentaux que l'on peut retenir de cette crise? La première, c'est que les solutions de santé dont le sont des biens communs. C'est un bien commun. C'est donc un bien qui a un caractère stratégique sur un plan mondial. Il n'y a pas que... Pardon. Voilà. Il n'est pas... Ce bien, il n'est pas que pour un pays, il est pour l'ensemble des pays, pour l'ensemble des patients dans le monde. Le deuxième enseignement, ou le deuxième fondamental, on pourrait dire, c'est que la recherche d'une nouvelle solution pour les pandémies à venir, car il y aura des pandémies à venir, la recherche de solutions thérapeutiques pour les maladies chroniques passe par l'innovation. Et c'est accepter qu'il y a un temps long. C'est difficile à comprendre, quelquefois, à accepter pour les patients que la découverte est longue. Il y a un deuxième critère dans l'innovation, c'est qu'elle est risquée. Risquée, ça veut dire que beaucoup de laboratoires cherchent, peu arrivent à innover. On l'a vu pour le Covid. Le troisième fondamental que l'on peut tirer de cette crise du Covid, c'est l'accès. L'accès à la solution. Comment doit-il être vu? Comment doit-on l'organiser sur un plan européen, sur un plan mondial? À la lumière de ces trois fondamentaux, trois défis. Le premier défi, j'y reviens parce qu'il est clé dans notre métier, c'est celui de l'innovation, de l'environnement de l'innovation. Le deuxième défi que nous avons, c'est celui de l'industrialisation. Et le troisième défi que nous avons, c'est celui de la mise à disposition. J'en reviens sur le premier. Quels sont aujourd'hui les continents qui ont les plus grandes progressions en termes d'innovation? Les États-Unis, la Chine. L'Europe perd en termes d'innovation sur le plan de la santé, sur le plan des solutions thérapeutiques. Ça suppose de créer des environnements particuliers où il y a des chercheurs qui travaillent de façon multidisciplinaire. Ça suppose aussi un intérêt pour le risque, d'avoir un état d'esprit porté vers le risque. Et enfin, ça suppose que des capitaux soient mis à disposition, donc des masses monétaires qui se projettent dans les pandémies à venir, qui se projettent dans les thérapies qui sont nécessaires pour les maladies de demain et qui s'y investissent dès maintenant. Donc une notion du risque. Ça suppose également que des partenariats publics-privés soient beaucoup développés. On le voit aux États-Unis, il est extrêmement facile d'établir un partenariat public-privé. C'est beaucoup plus difficile en France, malheureusement, de bâtir ce type de partenariat alors qu'il y a des richesses tant en recherche publique qu'en recherche privée. Et puis, le défi de l'industrialisation dont je parlais tout à l'heure suppose une anticipation. Disposer d'une usine capable de produire un vaccin, ça ne se fait pas en 1 an, ça se fait en 4 ans, en 5 ans. Or, une pandémie arrive extrêmement vite. Ça suppose de l'anticipation. L'Europe s'y est mise. Et regardez la façon dont les États-Unis, avec le BARDA, ont traité le sujet. Ils ont été extrêmement vite. Voilà. Et enfin, ça suppose la condition de l'accès. Quelle priorité d'accès en fonction des démographies qui existent? Comment assurer que tous les investissements, tous les capitaux qui ont été mis dans ces programmes de développement, dans ces programmes d'industrie, aient un retour pour les industriels afin qu'ils puissent continuer à investir dans le temps? C'est des questions auxquelles je serais très heureux de pouvoir répondre. Merci beaucoup, Olivier Leroux. Alors, on parlait du vieillissement de la population active. Sybille Lemaire, j'aimerais vous demander quel est justement le rôle des entreprises à ce sujet dans l'emploi des seniors. Comment on peut prendre en charge ce vieillissement de la population? Bonjour à tous.
L'idée générale que je vais développer est simple. Elle est à l'origine de l'engagement de 26 entreprises publiques et privées, pionnières en France. On ne peut plus mettre le sujet de la démographie sous le tapis et les entreprises sont un levier puissant de changement des mentalités. J'aborderai 3 points. 1, les conséquences de la démographie ne sont pas complètement tirées. 2, les entreprises auront un bénéfice à s'en saisir d'elles-mêmes. 3, ce que nous avons fait. Première chose, on n'a pas tiré les conséquences de la démographie, ce qui m'étonnera toujours. Je partage ce sentiment avec Hippolyte Dalby. En effet, toutes les conditions sont réunies pour le traiter sereinement. Pour 3 raisons. Le sujet est objectivé, la démographie est une science exacte, le sujet concerne tout le monde. Rappelons-nous cette phrase de Groucho Marx, « Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé ». Le sujet devrait pouvoir faire converger les intérêts de tout le monde. Et pourtant, il n'en est rien. Particulièrement en France, ou plus que dans tout autre pays, on refuse de regarder le sujet en face, le sujet de l'allongement de la durée de vie et du vieillissement, ce qui fait que nous arrivons quand même à un taux d'employabilité des 10 seniors qui est inférieur de 10 points par rapport à la moyenne européenne. Deuxième chose, on observe tout de même que la situation évolue doucement. D'abord parce que les entreprises, sous contrainte avec notamment le report de départ d'âge à la retraite, ont pris conscience qu'elles doivent se saisir de ce sujet, ce qui les intéresse à double titre, d'un point de vue RH et d'un point de vue business. Prenons tout d'abord la partie RH, emploi des seniors. Ça bloque du côté des salariés, ça bloque du côté des entreprises. Ça bloque du côté des salariés parce que l'entreprise est confrontée, osons le dire, à des salariés et des organisations salariales qui refusent trop souvent de travailler plus longtemps alors qu'elle a, 1, l'obligation de les garder et 2, des besoins de main-d'œuvre qualifiée. Donc ici, il y a une forte marge de progression. 2, ça bloque du côté des entreprises. Là aussi, osons le dire, l'entreprise doit apprendre à recruter des seniors. La situation, si elle n'est inadmissible, est assez désespérante en ce qui concerne la France. Sous l'angle du business, le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille, nous disait Hannah Arendt. L'allongement de la vie dessine des nouvelles étapes et situations de vie. L'entreprise doit répondre aux nouveaux besoins de ses salariés. Pour les énumérer trop rapidement, l'aidance, la monoparentalité, les questions de santé mentale, pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi pour la cohésion et la performance des entreprises. Et la mauvaise prise en compte de la pyramide des âges a des impacts en termes d'organisation du travail et d'absentéisme, et donc de productivité. Troisièmement, dans un regroupement d'entreprises dont le nom étrange reprend celui de 2 démographes, Adolphe Landry et Louise Duroy, qui s'appelle le Club Landois, nous avons créé 3 choses. La première, c'est une charte d'engagement envers les collaborateurs et collaboratrices de plus de 50 ans. Elle est en open source, accessible à toutes les entreprises qui souhaiteraient nous rejoindre. 136 entreprises l'ont signée et la plupart des entreprises du CAC l'ont signée pour l'ensemble de leurs filiales au niveau international. Nous avons lancé un index volontaire en France sur l'emploi des 50+. Enfin, nous travaillons à un indice de capital humain, puisque le capital humain s'affirme plus que jamais comme le principal facteur de compétitivité dans la durée. En conclusion, dès lors que nous savons que les pouvoirs publics n'ont plus de marge de manœuvre financière, c'est aux entreprises de se saisir de cette question. Il faut passer d'une politique de l'éviction à une politique de prévention. Merci à tous. Merci beaucoup, Sybille Lemaire. Alors, c'est aux entreprises de se saisir de cette question. Et j'imagine que c'est aussi aux assurances de se saisir de cette question. Christian Schmitt de la Brélie, vous êtes le directeur général du groupe Lesia. Comment justement le monde de l'assurance se saisit de cette question du vieillissement de la population
Alors, dans le Nord? Déjà, en contribuant au Club Landois de Sibylle, à apporter quelques éléments positifs dans cette démarche, mais, et reprendre ce qu'elle disait en grande partie sur un sujet d'une science exacte, comme l'expliquait Hippolyte, mais après, dont les conséquences, il nous les faut les interpréter. En effet, l'assurance en matière de disposition de protection sociale, de gestion de la retraite, est extrêmement présente dans ces systèmes. J'ai l'honneur et le plaisir de diriger un groupe de protection sociale qui traite aussi de prélèvements obligatoires de retraite Agirc-Arrco, donc de retraite par répartition, et un constat sur lequel les partenaires sociaux, sans la présence de l'État, arrivent à gérer un système de manière équilibrée dans le temps et à prendre des décisions de manière très responsable, signées par la majorité des organisations syndicales, à créer des coefficients de malus lorsqu'on se retrouve dans un déficit prévisionnel, ou de pouvoir redétendre ces systèmes. Et la chose étant signée en pleine responsabilité par les organisations syndicales, ben par définition, il y a 0 jour de grève qui les accompagne, et ces systèmes se mettent en place à gérer un système de manière pérenne. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la responsabilité des différents acteurs au niveau national. Le deuxième sujet de la contribution des assurances est bien évidemment autour de la santé, avec là aussi un certain nombre de démarches sur lesquelles nous sommes en retard en France en matière de prévention. Vieillir en bonne santé est notre problématique, travailler en bonne santé est notre problématique, et à défaut de systèmes et de plus grande collaboration pertinente entre les acteurs du privé que sont les assureurs lucratifs ou non lucratifs et les acteurs publics, on se retrouvera dans le schéma dans lequel nous sommes, sur lequel il nous faut prendre le changement par la main plutôt qu'ils nous prennent par la gorge. L'exemple que j'ai pu connaître, j'ai pu le connaître avec les professionnels de santé et les pharmacies d'officine. 2 ans avant le Covid, je me suis battu pendant 1 an et demi avec eux pour faire en sorte, salariés que je protège de la branche des pharmaciens, à faire en sorte que ces derniers puissent être vaccinés directement, de manière autonome, sans passer par un process complexe qui engorgeait le flux des médecins dans ce dispositif. Au bout d'1 an et demi, nous avons obtenu de la part de l'avenue Duquesne, donc du ministère de la Santé, une expérimentation à titre dérogatoire. Alors, a-t-elle servi plus tard, pendant la période de Covid-19, à être généralisée? Mais force est de constater que la vaccination antigrippale pour ces salariés qui sont en face de personnes malades était un risque naturel, peut-être bénin, et encore, la grippe est loin d'être une maladie bénigne, mais d'avoir une logique de ne pas avoir d'arrêt de travail pendant cette période. Donc on voit là aussi toute une action de prévention sur laquelle corps de métier, industriels, professions de santé et assureurs, nous devons davantage travailler ensemble. J'ai pu le voir à travers certains programmes, notamment autour de la population des transports routiers, de la branche hôtel, café, restaurant, avec des posturales où la personne est toujours debout, où la personne a des débâchages, des caristes de transport ou déchargement de marchandises. Ben, quand on fait de la prévention, on impacte et on reste en meilleure santé. Le deuxième sujet, en tant qu'assureur, mais aussi en tant qu'entreprise, et là je vois Flora Don-Simoni dans la salle, donc je pourrais parler de l'Institut de l'entreprise que j'accompagne, on voit vraiment un sentiment et un besoin de l'ensemble des entreprises de prendre tout au long de la vie, finalement, la protection des personnes dans des démarches de qualité au travail. Et là, on voit toute la problématique d'un aidant qui est par nature actif vis-à-vis de son aïeul, et comment est-ce qu'on va mieux le traiter et trouver des solutions. On le voit dans l'accompagnement de la femme et de l'homme, dans toute la problématique de la natalité. Nous avons monté l'année dernière, avec Thierry Hulot ici présent, un très beau fonds de prévention, de bien-être et parentalité qui nous accompagne justement dans l'entreprise tout au long de cette vie active. Donc on a beaucoup d'éléments à prendre en œuvre, à mettre en œuvre, de façon à résoudre, ou en tout cas de manière pertinente, d'accompagner ces changements démographiques. Et enfin, tout le monde le sait, en matière de retraite, mais aussi en matière d'assurance vie, de partage de la valeur, on est à la fois dans des logiques de capitalisation et de transmission. Je pense toujours aux réflexions de Jean Hervé et d'Hippolyte sur notamment le logement dans ces dispositifs par rapport au grand âge. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution à court terme d'avoir les professionnels de santé, les aides, qu'on soit en domiciliaire, en accompagnement domiciliaire ou en EHPAD. Que faire finalement de ce partage de la valeur que l'on peut avoir nous-mêmes? Est-ce que le logement doit être systématiquement transmis ou est-ce que ce n'est pas un capital qui doit nous servir pendant notre grand âge? Donc on voit là aussi
l'assureur, de par ses solutions, est plutôt un accélérateur de ces transformations et permet tout au sein de la société, au niveau de l'entreprise dans les contrats collectifs et au niveau de contrats individuels, de faire en sorte que les différents professionnels qui travaillent sur ce sujet puissent mieux se parler et d'être plus pertinents par rapport à des réponses financières. Merci beaucoup, Christian. Moi, le titre de cette session m'a interpellé, donc le choc des civilisations, donc cette référence ou pas à Samuel Huntington, ce livre de 96 qui opposait en gros le Nord et le Sud. Yamine Ayar, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un choc des civilisations, d'un clash of civilization sur cette question de la démographie mondiale? How can it be? Comment pourrait-ce être le cas? Le monde a toujours changé de ce type de mouvement de peuple a donné lieu à la découverte de nouvelles terres. C'est ça qui a créé de nouvelles formes de sources d'alimentation. C'est ce mouvement de population qui a créé un partage de culture, de religion. Donc, je ne pense pas que c'est un choc, un clash, mais plutôt, c'est bien d'être dedans, c'est honorable, parce que nous sommes dans une phase d'incertitude dans notre histoire. Nous sommes dans une phase d'incertitude parce que nous traversons un changement drastique dans le monde à différents égards. Il y a beaucoup de changements et quand il y a du changement, ça suscite toujours des vulnérabilités et de l'anxiété. Et donc, ça crée donc une polarisation de la politique. Donc, moi, je renverserais la situation et je dirais plutôt comment éviter cette mobilité, comment éviter que cette mobilité entraîne un choc. Parce que la mobilité de la population fait partie de l'histoire. Nous devons bouger. À ce moment de l'histoire, nous devons nous demander comment ça peut avoir lieu dans des manières qui soient complémentaires, plutôt que d'entraîner une plus grande polarisation. Donc, il faut une dignité de la main-d'œuvre pour cela. Il faut trouver des moyens d'assimiler les cultures et en même temps trouver des moyens de créer des espaces où les cultures peuvent s'épanouir dans leur propre forme. Il y a des moments comme ça critiques de l'histoire où les idées de nationalisme qui ont entraîné en fait des appels à des identités, des mouvements massifs de gens. Et on a vu ces mouvements massifs de gens dans différents types de circonstances. J'ai beaucoup parlé des flux migratoires de population, notamment pour la population active, mais aussi dans le contexte de crise, mais aussi également quand il y a la guerre, quand il y a la famine, quand il y a des peurs, quelle que soit la source de ces peurs. Comment créer un environnement où ces flux migratoires peuvent être bienvenus et reconnaître également la complexité de l'endroit où ces migrants arrivent et comment créer une intégration. Ça nécessite en fait une citoyenneté de différents États-nations et que les politiciens puissent aussi exprimer ce genre de tas pour lutter contre ces anxiétés. Et je vois cela arriver dans mon propre pays, même dans le contexte des États-nations. Donc, c'est si évident. Il est très important pour nous d'avoir des conversations de cette nature pour se rappeler de la valeur de la migration et d'apprendre des différentes cultures, des différentes ethnicités, des différentes langues pour les assimiler et façonner un nouveau monde. Yamine Ayar. Il y a cette question du Nord et du Sud, et il y a cette question aussi du rôle et du poids des femmes dans cette nouvelle axe et dans cette nouvelle reconfiguration de la démographie mondiale. Sybille Lemaire, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Je sais que c'est très important pour vous. Oui, c'est important pour moi dans cette continuité d'un choc de prévention, c'est que les femmes sont en première ligne en fait de la transition démographique. Elles
elles ont un risque plus aigu de devenir ce que j'appelle des vieilles pauvres. Et malheureusement, ce n'est pas forcément un risque assurable. Ce pour deux raisons. D'une part, pour vous donner un chiffre, 30% des femmes qui passent actuellement à la retraite en France touchent moins de 890 € par mois. Les raisons qui y concourent, on les connaît. Ce sont les inégalités de salaire, ce sont les ruptures professionnelles, ce sont les temps partiels et c'est l'augmentation drastique des familles monoparentales. Donc ce chiffre, effectivement, invite quand même à une réflexion, et ce, d'autant plus pour les femmes qu'elles vivent 6 années supplémentaires que les hommes. Donc, elles doivent anticiper une capacité de financement plus longue. Et à ce sujet, justement, pour cette question de financement, comment est-ce qu'on y travaille dans le monde de l'assurance ? Tout à l'heure, Olivier Leroux parlait d'une collaboration entre le public et le privé. Est-ce que c'est une option importante dans tous les domaines d'ailleurs, à la fois dans l'assurance et je passerai la parole tout à l'heure à Olivier. On a beaucoup de points communs entre les industriels pharmaceutiques et les assureurs, en effet, par rapport à des politiques publiques qui sont un cadre que l'on respecte et à titre personnel que l'on approuve, hein, sur lequel on a de la chance. On sera en France sûrement vieux avant d'être pauvre, quand d'autres n'y arriveront pas jusque-là. Quelque part, toutes ces transformations qui sont devant nous, on les connaît, on connaît les réponses. On essaye au mieux de faire évoluer la légion synaptique de la puissance publique, qui a du mal à comprendre la capacité des acteurs de terrain à justement pouvoir, de manière pertinente, agir sur des populations que l'on connaît. On a cette capacité de ne pas avoir une population générique, mais d'avoir des professions qui ont des pathologies spécifiques, de ne pas gérer l'âge, entre guillemets, au nombre d'années, mais l'âge, je dirais, physiologique de la personne. On est plus cassé dans certaines professions plus jeunes que dans d'autres. Et donc, l'argent reste cher, dans les médias aussi. L'argent étant pas non plus infini, quelque part, d'avoir les réponses les plus pertinentes. Et très clairement, plus nous travaillerons ensemble, acteurs, je dirais, du soin industriel, professionnel et assureurs dans ce domaine, plus nous pourrons avancer sur des réponses pertinentes. Le deuxième sujet, c'est dans l'entreprise, là aussi sur lequel la protection sociale est un besoin de plus en plus criant des populations de salariés, c'est d'avoir un échange avec l'entreprise pour trouver ses meilleures solutions. Nous parlions de bien-être et parentalité, c'est l'accompagnement de la femme et de l'homme depuis leur rentrée dans la vie active et jusqu'à la sortie du monde de l'actif dans toutes les pathologies qu'elles peuvent traverser. On parle de la gestion des aidants. Ben là aussi, des remarques et des aides et des fonctionnements que l'on peut optimiser de manière et solvabiliser de manière financière en utilisant de manière la plus pertinente, finalement, le peu d'argent qu'il nous reste encore en matière de marge pour arriver à nos fins en la matière. Juste un point justement sur les aidants, pardon, juste pour qu'on ait quand même un peu les chiffres en tête, c'est entre 11 à 12 millions d'aidants déjà aujourd'hui en France, c'est 17 millions à horizon 5 ans, et n'oublions pas que 72% des aidants sont des aidantes. Olivier Leroux, moi j'aimerais avoir votre avis justement sur cette articulation que vous évoquiez tout à l'heure entre le public et le privé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Alors, peut-être avant, c'est faire une projection, parce qu'on est quand même là pour regarder ce qui va se passer dans les 15, 20, 30 ans qui viennent. Si on fait une projection dans le domaine démographique et santé, on prend les deux paramètres en même temps. Le potentiel, ce sont de nouvelles épidémies. Elles arriveront, elles sont potentiellement là. Comment les anticiper ou comment les limiter ? Pas avant la fin de l'été, j'espère. La deuxième chose, mais elles viendront. Elles viendront parce que il faut bien comprendre qu'il y a une association aujourd'hui de la santé humaine, de la santé animale et de notre environnement, qui sont trois facteurs qui potentiellement peuvent conduire à des épidémies. La question, c'est comment peut-on l'anticiper ? Comment peut-on la réguler, avoir l'information dès le départ ? À la différence du traitement
du Covid, comme je disais tout à l'heure. La deuxième chose qui est sûre, ce n'est pas un potentiel, c'est le vieillissement de la population dans le monde, 70 ans, 77 ans quand on prend exactement, voilà, et qui va s'associer à cela un mouvement des populations, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui n'est pas qu'un mouvement sud-nord, mais il y a également un mouvement qui part de l'Asie et qui ira vers d'autres. Et quand on parle de sud-nord, je parle aussi bien, évidemment, Afrique, Europe, mais également Amérique latine, Amérique du Sud, vers Amérique du Nord ou autres continents. Donc, tous ces facteurs doivent être anticipés. Et pour ce qui est des maladies chroniques que nous allons attendre, qui sont principalement cardiovasculaires, la première cause de mortalité dans le monde, qui vont être le traitement des cancers, et la troisième pathologie qui arrive, qui sont les maladies neurologiques et neurodégénératives. Comment anticiper, comment traiter, comment accompagner, comme vous le disiez tout à l'heure, l'ensemble de ces traitements? Il y a un élément qui est clé, c'est l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse d'anticiper des pandémies ou qu'il s'agisse de traiter des maladies chroniques à venir. Voilà. L'intelligence artificielle avec la qualité de la data robuste. Facile à dire, ça suppose un échange des données. Là où aujourd'hui, aux États-Unis, l'échange est beaucoup plus facile, les associations de patients partagent des données. En Chine, c'est obligatoire de partager la donnée. En Europe, et surtout en France, nous avons encore, je dirais, une grande marche à faire pour le partage de la donnée anonymisée. Elle est essentielle à la recherche pour qu'elle soit plus agile, plus rapide. Voilà. Elle est essentielle à la mise sur le marché, elle est essentielle à la fabrication des solutions thérapeutiques et notamment des médicaments. Elle est essentielle pour s'assurer que le patient suit bien son traitement. Et là, je vais vous donner un chiffre qui est une source d'économie pour tous nos systèmes de santé, notamment en Europe, et qui pourrait être réaffecté à la recherche. Aujourd'hui, le coût du non-suivi des traitements par les patients, c'est-à-dire que la boîte est dans la pharmacie familiale et n'est pas utilisée, aujourd'hui, c'est plutôt plus de 200 milliards d'euros au sein de la communauté européenne. Ce sont les chiffres de l'OMS. Et j'ose pas vous dire le nombre de décès ou de personnes que l'on retrouve, je dirais, aux urgences ou chez leur médecin traitant. Comment assurer ce suivi? Il y a énormément d'outils aujourd'hui digital, l'environnement familial, les aidants, qui notamment dans leur priorité, doivent permettre ce suivi du traitement. L'adhésion au traitement est clé. Plus globalement, la data et l'intelligence artificielle pour notre secteur d'activité sont clés. Dans un cadre qui, je vous rappelle, est extrêmement compétitif. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, la Chine, en l'espace de quelques années, est passée de 2% des innovations de rupture à 16% des innovations de rupture dans le monde, dans le domaine de la santé. Ça va très vite, bon, avec les environnements compétitifs et de protection que l'on connaît, de souveraineté que l'on connaît. Les États-Unis sont en avance depuis très longtemps, là où il y avait un écart de quelques milliards d'euros entre l'Europe et les États-Unis. L'écart s'est multiplié par 10 en l'espace de 20 ans, imaginez, en termes d'investissement dans la recherche. Donc comment l'Europe peut être compétitive, comment la France peut contribuer à cette compétition, mais c'est l'enjeu, là, je dirais presque législatif, si on revient au court terme, ça doit se décider maintenant. Car nous sommes sur des cycles longs, sur des cycles qui sont extrêmement régulés, et c'est normal, c'est le patient qui est, in fine, le bénéficiaire de nos découvertes. Il faut agir rapidement, car les effets, à cause des cycles longs de recherche et de développement, seront dans 5 ou 6 ans. Et sur ce qui est des pandémies, il faut vraiment anticiper et peut-être quelquefois prendre encore plus de risques. Merci beaucoup Olivier. Je vais donner le mot de la fin à Hippolyte Dalbis pour la conclusion de cette session passionnante. Hippolyte, c'est à vous. Merci Pierre. J'aimerais peut-être résumer un petit peu tout ce qui a été dit en faisant peut-être un peu le lien entre démographie et économie. D'accord ? Et ça c'est un point important. Et l'économie, c'est parfois très compliqué, mais en l'occurrence, le lien avec la démographie est assez simple et assez immédiatement compréhensible. De certaine manière, plus dans une économie, vous avez de gens qui travaillent,
plus elle est riche. Et ça marche à peu près bien. Vous pouvez prendre un nombre de pays assez important et vous regardez, plus il y a de gens qui travaillent dans ce pays-là, plus en proportion, hein, et plus finalement le pays est riche. Est-ce que vous savez quelle est la proportion de gens qui travaillent en France? D'accord? Je ne parle pas parmi ceux qui sont d'âge actif, je parle bien de façon générale. Je pense que c'est un chiffre qui est insuffisamment diffusé, c'est 40%. Ça veut dire que plus que la majorité, hein, 60% en fait, de la population ne travaille pas, d'accord? Que ce soit des enfants, que ce soit des retraités, etc. Donc, on est 40% à travailler, et ces 40%-là, d'une certaine manière, produisent des richesses, mais c'est aussi des services, etc., que tous, on consomme. Donc c'est la base. Qu'est-ce qui va se passer avec le vieillissement de la population, et ça, on le prévoit, et on le comprend, et on le sait, c'est que cette proportion-là, elle diminue. D'accord? Vous avez une plus grande proportion de gens qui ne travaillent pas, et donc on s'appauvrit. Alors même qu'on a besoin de financer finalement la consommation de plus de gens, eh ben, globalement, on s'appauvrit, et voilà. Alors, quelles sont les solutions face à ça? Potentiellement, il y a cette histoire un peu subtile du progrès technique. On se dit, voilà, on va faire du progrès technique, et ce progrès technique-là, ça va nous permettre finalement de faire face aux défis démographiques, et ça a été tout à fait diffusé et exprimé aujourd'hui. Alors, mais ce qui est important, c'est que oui, on a besoin de l'innovation, oui, on a besoin du progrès technique, mais en fait, l'innovation ne remplace pas le travail. D'accord? On a besoin quand même de gens qui travaillent. Et ça reste complémentaire. D'accord? C'est une illusion de croire qu'on va être dans une société où il y a les robots qui font tout le travail, qui produisent la richesse, et nous, on va rester sans rien faire. D'accord? Donc ça ne marche pas. Donc oui, on a besoin de progrès technique, mais on a aussi besoin du travail. Donc c'est une aide, mais voilà, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Alors, l'autre élément, c'est de se dire, on va dire aux gens de travailler plus longtemps, d'accord? On sait que ça ne génère pas un enthousiasme démesuré, hein, je veux dire, alors, en l'occurrence même, c'est plutôt le contraire. C'est assez compliqué finalement de réformer les retraites, de s'adresser comme ça aux populations en disant vous allez travailler plus longtemps parce que voilà, il y a le défi démographique. Non, en l'occurrence, c'est plutôt le contraire. Alors, qu'est-ce qui reste? Il faut revenir sur la population, et là, il y a deux composants qui sont importants. Le premier, et Sybille en a parlé implicitement, le premier, c'est les femmes. D'accord? Il reste encore des taux de participation des femmes au marché du travail qui sont plus faibles pour des raisons culturelles, qui sont plus faibles à cause de la discrimination, etc. Et ça, c'est urgent. Voilà, c'est urgent, et c'est très important de faire en sorte de mieux intégrer les femmes sur le marché du travail, avec une égalisation salariale, avec une égalisation de conditions, parce que ça nous enrichit et parce que, tu le disais tout à l'heure, ça leur permet aussi de sortir avec des conditions de vie dignes. Donc, un gros élément, ce sont les femmes. L'autre élément, c'est la migration. La migration nous enrichit de ce point de vue. Hein, les migrants font augmenter le taux d'emploi, finalement, et permettent de rendre un très grand nombre de services dans une économie. Donc, d'une certaine manière, on peut refuser. Je veux dire, avoir un programme où il n'y a pas de migrants et un programme où les femmes sont à la maison, très bien, mais on sera plus pauvre. Et je pense que ça, c'est important. Et donc, revenir sur ces valeurs d'ouverture favorables, inclusives, etc., nous enrichit. Et je pense que par rapport à ta question sur le clash des civilisations, ce n'est pas tellement un clash, je veux dire, entre civilisations. Ce n'est pas entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, etc. C'est nous-mêmes en tant que civilisation. Il faut comprendre ce que l'on veut et se recentrer sur nos valeurs. C'est aussi avoir plus de prospérité, d'accord? Même si la prospérité n'est pas une fin en soi. Voilà. Merci beaucoup, Hippolyte. Merci à tous, c'est la fin de cette session et on se retrouve juste après à 11h30 pour la suite, ici même. Merci beaucoup, bonne journée à vous.